Ciao à tutti, c'est Gilbo qui vous parle pour le 13e épisode du podcast Calcio Azzurro, un épisode consacré à l'élimination de la nationale et qui a été battu samedi après-midi par la Suisse. Pour m'accompagner aujourd'hui, un habitué de l'émission et le toujours très pertinent Paul Vinet. Salut Paul. Salut Jules Beau, salut à tous. Alors Paul, après le but de Zaccagni contre la Croatie, c'est ce grand moment de joie qu'on a eu et qui a permis à l'Italie d'aller en huitième demi-finale. Ben, on s'est tous dit que ça allait peut-être être le déclic pour que l'Italie commence un nouvel Euro et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mais au final, il n'y a pas eu de déclic. Ces 30 secondes entre l'action de Calafiori et le tir de Zaccagni sont restés 30 secondes. Et sur le match contre l'Espagne, celui contre la Croatie, face à la Suisse, l'Italie a reproduit la même qualité de presta. Ouais, il n'y aura pas eu de magie. On misait sur un coup de boost après cette magnifique fin de match contre la Croatie, mais il y a eu zéro coup de boost contre la Suisse. Ouais. Malheureusement, à l'image de l'Euro, à l'exception de la première période contre l'Albanie, ils sont repartis sur les mêmes soucis, les Italiens, et donc au final, contre une équipe qui a un beau collectif et qui a un beau plan de jeu, ça, voilà, contre la Croatie, c'est passé parce que tu avais sûrement des failles en face, une équipe qui était un peu malade. Contre une équipe qui performe très bien sur cette première partie d'Euro, ça ne passe pas et tu n'as jamais eu l'occasion d'y croire. Et, malheureusement, même pas un petit coup de boost en début de match en te disant l'effectif surfe sur ce but magique de Zaccani, il y a un truc, voilà, il y a un petit truc qui se fait dans le groupe. Là, dès le coup d'envoi, tu as été tout de suite amorphe. Ouais, c'est vrai que tu as raison. C'est clairement ça qu'on a senti vraiment dès les premières minutes que ça allait être extrêmement compliqué, Mm, qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain, une autre qui était là pour défendre. Et au bout de 15-20 minutes, je ne sais pas si tu as eu le même ressenti que moi, je me suis dit la seule façon de pouvoir se qualifier ce soir, donc on parle de samedi, c'est d'aller au pénalty et que c'est Donnarumma ça. fasse encore un miracle. Ah bah, tant qu'il y a 0-0, Donnarumma te sauve la baraque. De toute façon, il y a cet espoir-là, et l'autre espoir de te dire que le banc peut faire la différence parce que avec les choix de Spalletti, tu as un Zaccagni qui est sur le banc. Donc tu te dis pourquoi pas le nouveau rôle de sauveur. Voilà, on l'a trouvé, le super sub. Mais non, ouais, tant qu'il y a 0-0, je te rejoins. Faut laisser passer l'orage. Si l'orage il dure 120 minutes, bah écoute, on va faire front pendant 120 minutes et espérer un miracle derrière. Mais à partir du 1-0, tu jamais alors déjà 0-0, tu jamais eu l'espoir d'ouvrir le score, mais tu avais cet espoir d'aller au tir au but. 1-0 avec le but de Freuler, tu jamais eu l'occasion, t'as jamais eu une impression sur le terrain de te dire, écoute, comme l'Albanie, ça va rebooster un petit peu l'équipe et se dire: «Bon les gars, on a chié pendant une grosse demi-heure, voilà, le caractère prend le dessus» et ça, c'est un problème qu'on note depuis le début de l'Euro, c'est ce problème de caractère. Non, non, très clairement, c'est ça. Alors, pour revenir vite fait sur la formation Spalletti, encore une fois, il nous a bluffé, il nous a surpris et il est reparti sur une défense à 4, mais là, dans un 4-3-3. Donc, c'était même pas le 4-2-3-1 Ouais, qu'il avait prévu au début. 4-3-3 avec deux ailiers, Chiesa d'un côté, El Shaarawy de l'autre. Il tente des paris qui sont avérés perdants, quoi, de faire et qui jouer n'ont pas de sens. qui n'ont pas de sens. Je pense surtout au milieu de terrain où finalement les trois joueurs, que ce soit Barella, Cristante et Fagioli, ont tous les trois joué hors position. Parce que Mmh. Barella se retrouve à jouer axe gauche, ce qu'il aime pas Ouais. trop faire. Cristante, qui aime bien plutôt jouer devant la défense, se retrouve à Ah bah faire la là, il est sur le mezzala à côté, ouais. droite. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Et Fagioli, dans un rôle à la Jorginho ou à la Lobotka, Mmh. mais finalement, c'est pas son rôle. Donc, rien que là, déjà, très clairement, face à un collectif rodé comme la Suisse, Bah, on oui, oui. perd déjà dès les choix de Spalletti, quasiment. C'est déjà oui, même tactiquement, tu as dit le 4-3-3, c'est que sur cet Euro, tu te rends compte que tu as joué 4 matchs, tu as 3 systèmes différents. Je sais pas si une autre équipe de l'Euro a fait ça dans les équipes qualifiées en huitième. C'est pas possible. Alors oui, il y a l'excuse de Spalletti, il est arrivé il y a un an. Voilà, il est pas encore installé, il fait encore des tests, sauf que c'est à partir du moment où tu débutes l'Euro, la phase de test, elle doit être terminée. C'est pas possible de faire des tests à ce moment-là et d'avoir zéro certitude, parce que si tu changes 3 fois de tactique, c'est que tu es un peu perdu, donc tu n'as pas de certitude.
Et donc ces choix-là, oui, le milieu de terrain, alors, de toute façon, ça se sentait que déjà le Fadjoli, le nom était revenu contre la Croatie, qu'il allait peut-être débuter, donc là, ce qui a fait débuter. Mais oui, de changer, Barella, en fait, de pas t'appuyer là où il avait été plutôt, je sais pas si c'est logique, mais plus intéressant tactiquement dans son 3-5-2 contre la Croatie, c'est qu'il avait mis des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ces postes-là. Tu avais la base Inter, voilà, qui est dans ce 3-5-2 avec Inzaghi. Et là, je sais pas, tu repars en te disant: «Bah, écoute, je vais rechanger, Bastoni, l'habitude de jouer dans une défense à 3, bah, on va le mettre à 2 parce que j'ai pas Calafiori. Barella, il joue à droite dans un milieu en 3-5-2, je vais le foutre à gauche dans un milieu en 4-3-3». Il semble paumé et de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit après chaque match, j'ai l'impression qu'il était, pas sûr de ses choix et bah, malheureusement, quand ton chef d'orchestre, il est paumé, normalement, le concert, il donne rarement de belle musique. Ouais, ça, c'est une certitude. Alors, au-delà des choix de Spalletti qui ont pas été bons, il y a, on va dire, sur un bilan un peu plus global de l'Euro, hormis cette première mi-temps contre l'Albanie, en termes de jeu, ça a été le néant quasi Mmh, total. En plus du jeu, quand t'as pas le jeu, quand t'as pas la tactique, bah tu cours. Mais là, l'équipe d'Italie, on a vraiment eu l'impression c'était une fin de saison avec des joueurs qui étaient quasiment en vacances. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pas de caractère, si ce n'est la réaction, parce que quand même l'Italie a été quand même menée 4 fois au score et 2 fois elle ouais. a réussi à remonter. Mais on a vu des joueurs complètement perdus sur le terrain. Un Donnarumma qui a passé toute sa deuxième mi-temps à regarder vers le banc, à avoir des indications pour ses joueurs. Les joueurs, quand ils étaient dans le couloir à la mi-temps, on a vraiment senti, ils étaient tous pâles, livides, ils se regardaient même pas Ouais. les uns les autres. Enfin, on savait que c'était déjà fini. Donc, comment expliquer, on va dire, ce flop complet finalement de cet euro? J'ai pas d'explication à part te dire que normalement c'est, ton entraîneur qui est censé te donner cette énergie et alors Spalletti a pas tout voilà, c'est pas Spalletti le responsable à 100 de cet échec, hein, il y a forcément les joueurs qui sont responsables, sûrement le staff et ça va peut-être au-delà du staff, mais normalement c'est le sélectionneur qui te donne cette impulsion, qui te donne cette énergie, et tu le sens, alors j'ai moins fait attention là, contre la Suisse sur les gros plans, sur Spalletti, mais moi, c'était les gros plans contre la Croatie où tu sentais qu'il était, désemparé, il était paumé. Donc malheureusement alors oui, alors quand tu prends on aime bien comparer avec le 2016 de Conte, on est sur un autre type de d'émotion sur le banc, tu vois? Là où tu comprends un peu plus le 2016, le bloc, le caractère, c'est ce qu'on met surtout en avant de cette équipe 2016, hein, c'est cet état d'esprit, ce caractère, bah, tu le ressens à travers le sélectionneur aussi, qui te donne cette impulsion, qui est une boule d'énergie, et bah, là, ouais, malheureusement, à l'image d'un Spalletti sur le banc qui est, le regard vide, qui fait la tronche, enfin, qui a l'air, ouais, qui a pas l'air du tout content d'être où il est. C'est ça qui est assez fou. Donc, malheureusement, tu le ressens et là, quand je lis ce matin, tu as des articles qui sortent sur l'histoire de Spalletti qui avait préparé les joueurs au tir au but et qui demande, qui est capable de tirer, en cas de séance et que tu tout le monde se regarde les pompes. Oui, ça tout le monde il y a un gros souci. Alors je sais pas, c'est un souci de groupe entier ou c'est juste du caractère des joueurs qui sont, tous en train de se tirer vers le bas? Parce que j'ai pas l'impression que le groupe est mal vécu. C'est donc ouais, c'est surtout je pense, il te manque des hommes, de caractère. Ouais, voilà, et tu as fait donc la référence à Conte 2016, et là bon, on a déjà fait un grand focus sur Spalletti avant la Suisse, un petit peu comme si on sentait finalement Ah bah, les signaux que étaient ça pas allait se forcément passer, positifs, oui. voilà, que ça allait se passer comme ça. Et donc voilà, Spalletti, à différence d'un Conte, donc incapable d'insuffler, on va dire, cette envie de gagner, il a perdu un petit peu son équipe à faire tous ces changements. Mais et c'est Capello qui l'a soulevé là ce matin dans la Gazzetta, et on en avait parlé aussi avant la Suisse. On s'était Comme on avait commencé à se poser la question là-dessus, être un bon entraîneur de club, c'est une chose, être un sélectionneur, Mmh. c'en est une autre. Et Capello l'a dit clairement que Spalletti, bah, pour l'instant, c'est pas un sélectionneur. Pour l'instant, il donne aucun signaux positif pour aller dans ce sens, ouais, pour moi, il a l'air, en tout cas pour le moment, dépassé. Ou il a pas encore pris conscience après c'est sa première grande compétition, pardon, 1re compétition en tant que sélectionneur aussi, donc il s'attendait peut-être pas à ça. Cette notion de groupe vraiment fermé, pendant, je sais pas, ça va faire 3 semaines qu'ils sont tous ensemble, les joueurs, au moins 3 semaines. Peut-être qu'ils s'étaient pas rendus compte de ça. Or pourtant, ils avaient bien fait les choses avec la fédé de mettre des anciens, des Buffon, qui étaient là et tout pour peut-être apporter ce côté-là. Il y a peut-être ce côté expérience de la nationale et tout donc
Sans doute, il va en prendre conscience. En tout cas, ses déclarations, post-match et à froid, vont un peu dans ce sens où il a peut-être pas voilà, il a pas fait tout bien. Mais donc ça va peut-être le servir, là-dessus dans sa notion de groupe, il a peut-être pas pris les fameux joueurs de groupe comme, Didier Deschamps, par exemple. Voilà, créer une sorte de famille. À voir. Écoute, peut-être qu'on va être surpris, avec les qualifs pour le mondial, voilà, hein, peut-être que ça va sonner, il a pris une claque et ça va le réveiller peut-être pour vraiment lui dire: «Bon, copain, c'est bon, tu es sélectionneur maintenant, on y va». Ouais, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, bon, Spalletti, hein, on vient de le dire, il a ses fautes et c'est très probablement le fautif numéro un. Mais si on parle des joueurs, hormis Donnarumma qui sauve Mmh, l'équipe très clairement, hein, sans Donnarumma, on pourrait penser qu'on fait match nul contre l'Albanie, on perd 5-0 ouais. contre l'Espagne et on perd contre la Croatie. Ah Et bah, on c'est fait le la pire risée de l'Europe, tournoi hein. le pire tournoi de l'histoire de la nationale. On Ouais, peut aussi sauver le duo de défenseurs centraux ouais, Bastoni-Calafiori. Là, c'est un point de départ pour l'avenir. Mais à côté de ça, c'est le néant. Donc, tu as un Di Lorenzo qui finalement est devenu le symbole, lui, le fils, entre ouais. guillemets, spirituel de Spalletti, le symbole du flop. Et je voulais aussi voir avec toi un autre aspect, en plus de Di Lorenzo, ce bloc Inter, voilà, où on se dit l'Inter championne d'Italie, on se base. Hormis sur Bastoni qui a réussi son euro, bah, les autres, ils sont tous passés plus ou moins à côté, hein. Ah bah, Di Marco le premier qui est on sait quel joueur formidable ça peut être. Oui, oui, donc tu as ce bloc Inter qui a beaucoup donné de toute façon, avec cette obsession du scudetto et oui, les joueurs sont peut-être rincés. Il y a peut-être ça aussi, hein. Tu as peut-être, ouais, ce fameux bloc sur lequel tu t'appuies bien parce que même, faut pas oublier que normalement tu as Chervi qui doit être là donc tu avais misé beaucoup sur ce bloc et ça se comprend vu la saison que l'Inter fait, hein. Il y a pas de scandale de t'appuyer sur ce bloc. C'est juste que, ouais, les joueurs sont peut-être, ont beaucoup donné et sont rincés parce que l'objectif, c'était le scudetto avant enfin, ça se comprend aussi, hein, ta vie de club avant de penser à l'Euro donc tu arrives, un peu cuit, surtout qu'on sait qu'un Barella, c'est un joueur qui donne énormément sur le terrain, qui est rarement dans le turnover et qui a un poste clé en plus. Donc oui, c'est un peu le symbole, cet Inter, un peu le symbole de la Nationale où ils arrivent un peu cramés. Ouais, non, c'est assez incroyable. Il y a un autre joueur, on en avait déjà parlé par rapport à l'attaque, les avançants de Scamacca et Tegui, donc on va pas trop revenir dessus. Mais il y a un joueur qu'on va dire, on a toujours eu l'espoir que ce soit lui qui porte l'Italie vers le haut. Spalletti l'avait même défini son Yannick Sinner, mais force est de constater que même Federico Chiesa est passé à côté de ce euro. Comme l'avait dit, je crois que c'était Capello. Avec Chiesa, tu as toujours l'impression qu'il va casser le monde dès qu'il prend le ballon. Et puis finalement, Mmh. bah, ça fait flop 2 fois sur 3. Bah, on sera resté sur son match contre l'Albanie où il est insaisissable, malheureusement, ou qui était un match très très prometteur de son côté et malheureusement, ouais, il a sombré avec l'équipe. Alors contre la Croatie, son entrée est plutôt bonne, sans faire la différence. Voilà, il dynamite un peu le côté sans, parvenir à mettre un ballon, qui va au fond. Et là, ouais, à l'image de l'équipe, enfin, là, quand tu vois la compo, tu te dis: «Le seul qui peut un peu, faire quelque chose malheureusement, c'est Chiesa» et on l'a pas vu. On l'a pas vu, il avait lui aussi, il a paru, dépassé, tu senti qu'il même lui se demandait comment il allait faire. Enfin, tu vois, il paraissait perdu lui aussi. Sur le terrain à se dire, «Bah, écoute, on va jamais y arriver». Parce que t'as pas réussi à ressortir beaucoup de ballons, mais tu as très mal joué tes coups en plus, sur les quelques ballons, ouais, pour te dire le alors je pense que Scamacca est hors jeu sur son poteau, mais l'occasion ta meilleure occasion, c'est la Suisse qui a fait se mettre un CC, assez fou. Donc ouais, Chiesa est censé être ce dynamiteur. Après malheureusement, Chiesa depuis son Euro 2021, on attend énormément de choses parce qu'il a tellement été éblouissant que, à côté de ça, cette nationale manque de magie. Donc actuellement, ton seul joueur capable d'amener cette magie, c'est Chiesa, c'est ton seul profil, sachant que, tu pas pris un Gnonto qui peut peut-être aller dans ce sens-là, qui a cette capacité aussi à éliminer rapidement et tout. Là, dans ton groupe actuellement, c'est le seul ailier qui a ce profil. Zaccagni est pas trop dans ce profil-là, voilà, c'est pas le même dynamiteur.
Ouais, et l'Italie, elle n'a pas de plan B. Et puis, Mm. c'est vrai qu'il faut admettre que Chiesa a besoin d'être mis dans les bonnes conditions pour pouvoir Oui, performer, c'est-à-dire d'avoir un jeu qui va vers l'avant, de ah lui bah donner oui, la oui. possibilité de se lancer sur son côté droit ou gauche, hein, peu Mm. importe. Mais il n'a pas eu cette possibilité-là. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour lui aussi. Cet euro donc pour l'Italie est terminé, donc c'est un flop hein, très clairement. Mm. Si on se compare un petit peu au passé, ça me fait beaucoup penser à 2010 où pareil on a eu ce genre d'une équipe sans âme et complètement perdue. Je trouve que 2010, tu peux comprendre, c'est que c'était la base 2006. T'avais une grosse... Donc en fait, bah, l'équipe est morte avec ses dinosaures. Tu vois, c'était un peu la fin, une sorte de France 98. Tu vois, enfin, avec 2002 derrière. T'es mort avec tes joueurs parce que c'est aussi dur de se dire bah, on repart sur un nouveau truc quand t'as été champion du monde avec un effectif. Donc là, là aujourd'hui, la diff, c'est que t'as changé de sélectionneur, t'as changé quand même bah, rien que ta défense centrale, tu repars sur un autre projet. Donc pour moi, c'est encore plus dur aujourd'hui que 2010 où j'arrive. Alors, le tournoi est horrible en 2010. Hein, c'est-à-dire qu'en plus, tu gagnes pas un match. Mais je trouvais plus d'excuses en disant il est mort avec ses joueurs. Fallait que ça se termine et là c'était le point de non-retour. Là c'est que tu sors du tournoi, t'as pas d'explication. Tu peux pas te dire il est mort avec ses idées, Spalletti, il est mort avec ses joueurs. C'est que non, t'as pas d'explication. Ouais, non, non, c'est vrai, étant donné qu'en plus, là, on n'est pas du tout sur une fin de cycle, on est même plutôt sur Non. un début de cycle Mm. pour pas mal de joueurs, ce qui est un petit peu inquiétant pour l'avenir. On parle maintenant du coup de l'avenir, hein, autant on tourne la page de l'euro et puis on se projette un petit peu sur l'après. Cet après, bah, Spalletti et le président de la Fédé, Gravine, ont commencé à en parler en conf de presse au lendemain de la défaite contre la Suisse. Spalletti s'est excusé, il a dit que bon, voilà, il a ses torts, il a commis des erreurs et qui doit apprendre le métier de Mm. sélectionneur. Donc, il a quand même pris conscience un petit peu de la situation. De l'autre côté, par contre, le président de la Fédé, lui, un petit peu lunaire, bah, il se remet déjà pas lui en question. Il remet pas Spalletti en question, mais il met la faute sur les clubs qui utilisent que des joueurs étrangers et il met la faute sur un calendrier qui est invraisemblable. Alors, c'est des choses qu'on sait, mais ça vaut quasiment pour tous les pays du monde. Donc, Ah bah aujourd'hui, oui, tous les grands, enfin, les grands championnats sont concernés, donc toutes les grandes nations sont concernées. Donc aujourd'hui, cette excuse, elle est entendable, hein, mais elle est plus comprendre. Enfin, tu peux plus la comprendre. Oui. Et malheureusement, bah, j'ai l'impression d'entendre les mêmes choses que après l'élimination pour la qualif au mondial. Toujours la même personne qui sort toujours les mêmes excuses et t'as jamais de remise en question, que ce soit de sa part ou même des instances autour. Enfin, donc oui, malheureusement, il a forcément raison sur la gestion des jeunes Italiens, parce que ça revient très souvent dans les clubs de Serie A, quand tu vois qu'il y en a de moins en moins qui jouent, que des joueurs comme bah, Pafundi, que tu connais bien, et tu es obligé de partir pour enfin jouer à haut niveau. Donc oui, ce souci, il est toujours pointé du doigt, mais t'as jamais rien qui est fait non plus. Voilà, tu dis quelque chose et derrière, bon, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis ouais, on se revoit dans 3 ans, prochaine conf où il faudra tirer la sonnette d'alarme. Donc malheureusement, oui, on n'apprend rien et rien ne bouge. ouais, c'est une certitude. Et puis, pour revenir à des exemples du passé récent, hein, en 2014, Abet et Prandtl y avaient donné tous les deux leur dème dès le lendemain de la défaite Mm. contre l'Uruguay. Et Tavec, en 2017, après l'élimination de la qualif contre la Suède, avait démissionné aussi. Donc là, on Ouais. a quand même un président de la Fédé qui, OK, est président de la Fédé champion d'Europe, mais c'est aussi le président de la Fédé de l'élimination contre la Macédoine du Nord Mm. et celui du flop à l'Euro. Donc, si on repartira avec Spalletti, c'est une certitude. Bon, quand on voyait que les noms qui circulaient, finalement, on se dit c'est peut-être un mal pour un bien, vu que plutôt que d'avoir Allegri, autant garder Spalletti. C'est une question de point de vue, oui, ça peut se comprendre. Ça peut se Voilà, comprendre. bon, c'est Non, sûr mais que surtout que ça n'avait. Alors oui, au-delà de l'échec, là, c'est un échec pour tout le monde et pour Spalletti aussi, c'est une grosse claque. Je pense que le message envoyé, si tu virais Spalletti là, c'est que tu étais aussi perdu. Enfin, à l'image de ton euro, tu étais perdu aussi sur. Voilà, parce que Spalletti, il a qu'un an de vie dans cette nationale. Donc, je trouve ça un peu. Oui, je trouvais ça un peu dur de le virer. Là après ça, alors que bah, tu essayes de construire quelque chose. Alors oui, forcément, s'il y a un échec dans un an et demi pour la qualif mondiale, là oui, là par contre, va falloir faire autre chose.
Non, et ouais, ça c'est une certitude. Donc maintenant, à voir comment que Spalletti va arriver à jouer sur les bons leviers pour redynamiser son équipe. Donc, quelle équipe, on va dire, parce que l'Italie, bah, finalement, on croit que c'est loin, mais dans un peu plus de 2 mois, elle est au Parc des Princes à affronter la France Hmm. en Nation League, un groupe difficile avec la France, Ouais, la Belgique et Israël. Et quand on sait que la Nation League indirectement va aussi participer à la qualification à la Coupe du Monde, vu que les meilleures équipes non qualifiées auront le droit de participer au barrage. Il va pas falloir se louper. Au niveau des joueurs, donc Paul, la Gazzetta ce matin a fait un article assez intéressant où elle disait qui n'allait plus revenir, qui allait être rappelé, quels jeunes on pourrait intégrer. Donc on voit, on va dire que l'ère Jorginho semble terminée. On va récupérer un Tonali, donc à voir au bout de combien de temps il très sera attendu. opérationnel. On devrait récupérer aussi un Zaniolo, mais aussi un Udogie qui pourrait nous faire du bien vu le démarco qu'on a vu à l'Euro. Scalvini va revenir de blessure à un moment donné. Mais au niveau des très jeunes joueurs qui pourraient intégrer l'équipe, les deux noms qui reviennent sont ceux de Fabian et Kayode. Et plus loin, on imagine encore, on fantasme encore un petit peu sur des joueurs comme Pafundi ou Camarda, mais bon, Camarda Camarda, est il y a une encore énorme pression très, sur très, lui, très là. jeune, hein. Mais Oui, finalement, il y a pas non plus autant de change que ça et on va très certainement se retrouver avec 2 tiers de l'effectif en septembre. Malheureusement, je veux pas, mais oui, je pense que le prochain groupe de Spalletti, il va forcément, parce qu'il a annoncé qu'il a essayé de rajeunir, il va forcément, voilà, tu as cité des noms, des Udogie, je pense un Kayode, bah, après l'échec Di Marco, faut penser aussi après l'échec Di Lorenzo, bah, va falloir, oui, soit tu installes du Bellanova, du Cambiaso, enfin, tu leur donnes leur chance, soit tu vas chercher du Kayode en fonction de s'il reste, déjà s'il est encore à Fiorentina, s'il enchaîne à Fiorentina, et pareil, Udogie, de l'autre côté. Donc oui, je pense qu'il va faire, tu l'as dit, 3/4 de son groupe-là. Il va essayer bah, après en fonction des blessures hein, évidemment, mais il va essayer de te mettre deux trois jeunes, voilà, pour essayer enfin j'espère en tout cas pour donner du temps de jeu, pour faire découvrir aussi à ce groupe, bah, à ces jeunes, les exigences de la nationale parce que, bah, le mondial, ce sera sûrement avec eux. Donc c'est pas mal de plus tu les fais venir tôt, mieux c'est. Ouais, à voir, comment Spalletti va réussir à introduire ces petits jeunes. Est-ce qu'il va nous faire des groupes à la Mancini de 35 joueurs sur un rassemblement pour faire gagner un peu l'expérience à tout ça? Ça va être intéressant de voir s'il part parce que même à côté de ça, tu as des voir s'il y a un Rovella qui était en pleine progression aussi au milieu de terrain peut venir. Enfin, en fait, quid de la suite de Jorginho aussi? Moi, ça m'intéresse, savoir si tu installes un Cristante ou si tu vas essayer de chercher un choix plus technique. Voir un peu, bah, ça montrera ta philosophie de jeu aussi, parce qu'on attend aussi ça de Spalletti. C'est qu'on n'a pas encore eu la patte Spalletti, on ne sait pas du tout. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de te dire quel est le plan italien. Est-ce que c'est du jeu de transition? Est-ce que c'est de la possession? Je suis incapable de te dire quelle patte il a laissé actuellement, que ça fait 1 an. Donc j'attends aussi ça. Au-delà des joueurs, il y a aussi moi Spalletti, je l'attends beaucoup là-dessus, sur, bah, voir s'il a cette faculté à reproduire ce qu'il a fait au Napoli, à installer cette patte Spalletti à la Nazionale. Avec très peu de rassemblements et donc, bah, attends plus tout de suite cette demande de résultats. Ouais, bah écoute, on va attendre sa première liste à la rentrée pour voir quel changement il va apporter. Et puis on va voir comment il va intégrer les tout jeunes joueurs, s'il les intègre dès le début, comme tu as dit, à la Mancini, ou s'il attend un petit peu. En tout cas, c'est vrai que Camarda, c'est probablement le plus grand talent italien Ouais. sur ces dernières années. Maintenant, voilà, il a que 16 ans et demi, je crois, Ouais, et on va pas lui mettre trop de pression, on va le laisser pousser. Il jouera avec les bah, ouais, U23 du Milan, donc c'est ouais. déjà un pas en avant. Le Mondial 2026, bah, c'est la prochaine grosse échéance. Après 2 loupés en Russie et au Qatar, l'Italie, bah, faudrait pas Mmh. qu'elle se loupe une troisième fois, surtout qu'on est sur une Coupe du Monde qui passe à 48 clubs, même si pour l'Europe, au final, ce n'est que 16 qualifiés, donc on n'en manque pas énormément la jauge. La presse italienne commence à se questionner en se disant, bah, on va refaire un flop encore une fois. Mmh. À ton avis, ce mondial 2026, est-ce que tu penses que l'Italie va réagir et va réussir à finir par se qualifier ou ça t'inquiète réellement? Malheureusement, le jamais 203, il peut être terrible, mais écoute, on va attendre le tirage, impatiemment, voir, voilà, parce que tu es chapeau 1.
Donc déjà, tu vas t'éviter, on va dire que tu es le favori de ta poule. Il faudrait juste éviter là, dans les chapeaux 2, il faut éviter, tu as une Autriche qui aujourd'hui, peut-être, en termes de jeu, capable de te faire très mal. Donc non, évidemment, enfin, on attend tout de suite de toute façon que l'Italie se remette dedans, hein, et surtout évite de perdre, des points bêtes. Parce que c'est aussi ça qui te tue sur tes phases de qualif, c'est que tu fais des matchs nuls contre des sélections qui sont bien inférieures à toi. Donc faut juste une régularité. Si l'Italie arrive à choper cette régularité, bah, qu'ont les Anglais, les Allemands, les Français en phase de qualif, normalement tu te fais pas peur et non seulement tu te fais pas peur, mais en plus tu peux, en réussissant à enchaîner au moins la première partie de la phase de groupe, bah, faire déjà un peu plus de tests et donc c'est aussi intéressant de préparer voilà, de se servir de ces matchs-là pour incorporer je te dis des noms, des Caio, voilà, des mecs capables de répondre à ces exigences du haut niveau. Parce que là, au final, tu sens que Spalletti, encore sur ses choix de l'Euro, il a jamais osé sortir Di Lorenzo parce qu'il s'est dit: «C'est mon homme d'expérience. Est-ce que Cambiaso, Bellanova, j'ai cette certitude?» Donc il y a aussi peut-être ce manque de confiance dans tous ces joueurs, dans la façon dont il a façonné le groupe. Donc voilà, ces matchs, une phase de poule où tu te mets tout de suite, dans le vert sans te faire peur, bah, ça te permet derrière de concerner des joueurs qui peuvent te prouver qu'ils ont les capacités de répondre présent si, bah, voilà, tu fais confiance à Di Lorenzo et qu'il passe encore à côté, bah, tu sais qu'un Caillot derrière, il va répondre. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Et puis, on va voir du coup ce que ça va donner là, à la rentrée avec la Oui, Nation parce qu'au League. final, ça fait un moment que la Nationale s'est pas offerte une, phase de qualif sereine, Euro, mondial compris. Donc, tu à chaque fois, tu es dans la difficulté, tu es dans le stress permanent de te dire, bah, là, si on perd contre l'Ukraine, on est dans la mouise. Alors que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que tu es pas serein sur une phase de qualif. Non, c'est vrai, c'est compliqué. L'Italie, on va dire, faut dire la vérité, elle a régressé dans l'absolu, dans le standing européen et mondial. Maintenant, donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, prochain objectif, la Coupe du Monde 2026. Donc, merci Paul, merci à tout le monde Merci de à nous toi. avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Salut.